une tête de liste. S'en réjouissent-ils ? Eh bien pas tous, car pour la première fois, cette tête de liste ne sera pas socialiste. Ce sera Raphaël Glucksmann, essayiste, fondateur du mouvement Place Publique, qui mènera la bataille. Alors est-ce la mort du vieux parti d'Épinay ou la seule stratégie de survie valable ? Quoi qu'il en soit, l'union se fait à minima, puisque la famille de gauche au sens large part en ordre dispersé à la bataille, une gauche émiettée donc, et affaiblie dans les sondages. Alors les européennes, quelle stratégie ? Et quelles sont les propositions des socialistes pour sortir de la crise qui secoue le pays ? Une crise qui s'est de nouveau violemment manifestée hier sur les Champs-Élysées, lieu de pillage et de saccage. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Hélène Jouin. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous allez évidemment nous expliquer votre choix. Ce choix de confier la tête de liste à quelqu'un qui n'est pas socialiste. Tête de liste pour les européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. 26 mai prochain. Nous allons évoquer avec vous donc ce projet européen. Nous allons également parler du grand débat qui s'est clôturé ces jours-ci. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question liée évidemment aux violences perpétrées hier sur les Champs-Élysées. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Effectivement, vous avez vu ces images de casse systématique des commerces sur l'avenue des Champs-Élysées, des incendies, le restaurant Le Fouquet, une agence bancaire, un kiosque à journaux. Inacceptable, a dit le Premier ministre. Je veux qu'on prenne dans les meilleurs délais des décisions fortes pour que cela n'advienne plus, a dit le président de la République, Emmanuel Macron, qui a interrompu son week-end au ski en raison de ces événements. 4 mois après le début de ce mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'on n'a rien appris finalement dans le maintien de l'ordre de ces samedis de manifestations qui ont, notamment au mois de décembre, dégénéré ? C'est une bonne question. Mais d'abord, je veux revenir sur les événements d'hier qui sont effectivement inacceptables. Rien ne peut justifier cette violence absurde et cet déferlement de haine qui... bien y compris, et je pense à ce kiosquier qui a découvert son kiosque hier, qui gagne lui-même autour du SMIC et qui découvre que son outil de travail a été démoli par des gens qui prétendent agir au nom de la justice. Donc c'est tout à fait insupportable. Et donc ces actes doivent être condamnés fermement et puis mais ils le sont appréhendés. Par toute la classe politique, ils l'ont été lors des précédentes manifestations. Parce que je souhaite aussi rappeler les choses telles qu'elles sont et ne pas laisser penser qu'il puisse y avoir la moindre tolérance à l'égard de la violence. Voilà. Sur les responsabilités de l'exécutif, dans le maintien de l'ordre, l'anticipation ou le manque d'anticipation. Il y a effectivement un problème aujourd'hui, et j'entends ce que disent y compris les policiers, qui s'étonnent de la façon dont on leur demande de gérer le maintien de l'ordre, puisqu'on les cantonne souvent à défendre en fait des points qui leur permettent pas de se déployer au point où sont réellement les casseurs. Et puis plus largement, je m'interroge sur la stratégie du gouvernement, parce qu'on voit bien qu'ils sont rentrés dans une logique qui est une logique de réponse sécuritaire. Et que ça leur permet d'esquiver un autre débat, qui est le débat social, le débat à partir duquel tout a commencé. Et donc si on veut aujourd'hui arriver à éteindre ce qui s'exprime semaine après semaine, ne pas laisser la moindre légitimité à ceux qui viennent casser, ne pas leur laisser la moindre possibilité de justifier leur action. Mais quelle autre logique sécuritaire on peut avoir quand effectivement il y a un déferlement à Paris de gens qui viennent casser, piller, incendier. Il y a une réponse sécuritaire, et y compris la loi aujourd'hui, et pas seulement depuis quelques semaines. Je parle de la loi qui existe depuis fort longtemps, permet d'appréhender des gens qui sont identifiés et qui peuvent être interdits, y compris de manifestations. Donc le gouvernement a failli. Christophe Castaner a failli. Mais il y a effectivement aujourd'hui un gouvernement qui, à l'évidence, ne fait pas son travail. Ça fait 18 semaines. Ça fait pas 2 jours qu'on se retrouve avec des manifestations violentes. Ça fait 18 semaines que les mouvements se reproduisent de la même manière et qu'on a le sentiment d'un pouvoir impuissant alors qu'il a face à lui 1000 casseurs. Il y a des semaines où ils ont réussi à appréhender des manifestants, de simples manifestants, et en revanche, pour les casseurs, c'est pas possible. Il y a quand même là une difficulté, et je vois que chaque semaine, les déclarations se répètent, on a un pouvoir qui dit qu'il sera plus sévère la semaine suivante, mais en réalité, rien ne se passe. Un exécutif qui laisserait faire, peut-être ? C'est ça que vous sous-entendez, Olivier Faure ? Je ne sous-entends rien du tout, je ne veux pas être dans le soupçon, l'accusation gratuite, mais je dis simplement que je m'interroge sur la façon dont on maintient l'ordre dans ce pays.
y compris le ministre de l'Intérieur, nous a annoncé entre deux verres qu'il était désormais chargé de revoir la doctrine de maintien de l'ordre dans ce pays, et je ne vois rien venir. Et donc, je m'inquiète, je m'interroge, et je me dis qu'il y a nombre de Français aujourd'hui qui s'inquiètent, parce que c'est vrai que pour ces commerçants qui veulent simplement travailler, pour tous ces Français qui veulent passer simplement des samedis sans avoir à craindre pour leur sécurité, pour ces gens qui sont tout simplement sur le parcours d'une manifestation et qui se demandent si leur appartement ne va pas être brûlé, oui, c'est inquiétant. Et donc, oui, il est nécessité de maintenir l'ordre. Mais au-delà de ça, il y a quand même une question centrale. Et moi, je ne voudrais pas que le gouvernement utilise la question sécuritaire pour escamoter un autre débat qui est le débat social. Et on voit bien que c'est la tentation. On va en parler, on a compris, mais pour être tout à fait clair, face à ces pilleurs, qu'est-ce que vous feriez de différent par rapport à ce que fait le gouvernement? Mais j'entends ce que disent par exemple les commissaires, les policiers de manière générale. Ils disent qu'il n'est pas logique de concentrer les forces de l'ordre autour de l'Élysée et autour des bâtiments qui sont dans le bas des Champs-Élysées, et qu'il faudrait au contraire laisser se déployer en fait l'ensemble des policiers pour qu'ils puissent maintenir l'ordre. Voilà un exemple. Je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre. Simplement, ce que je me dis, c'est qu'il y a trop de gens dans la police aujourd'hui qui osent dire que ça ne va pas pour qu'il n'y ait pas anguille sous roche. Vous avez ironisé le ministre de l'Intérieur entre deux verres, avez-vous dit. Ça veut dire que vous ne lui faites plus confiance, Christophe Castaner? Ça veut dire que quand on est ministre de l'Intérieur, on est 24 heures sur 24 au service de la République. Vous imaginez qu'à l'heure où il était en boîte de nuit, il y a eu un attentat. Imaginez qu'on l'ait retrouvé à moitié sous. Mais enfin, vraiment, de quoi parle-t-on? Enfin, il y a quand même une dignité à assumer jour et nuit. Enfin, c'est un ministère qui est un ministère régalien. Il ne s'agit pas simplement... je prends un autre... Enfin, imaginez le ministre de la Défense qu'on retrouverait roulant sous la table parce que, en fait... on était un samedi soir de manifestation avec y compris des casseurs qui peuvent encore se balader dans les rues de Paris, etc. Ce n'est pas sérieux. Donc Christophe Castaner doit partir. Mais je ne dis pas ça, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour chercher à faire les remaniements ministériels, ça ne me regarde pas. Je dis simplement que quand on est ministre de la République, ça impose quand même des devoirs. On ne peut pas être simplement à considérer que le pouvoir est une jouissance perpétuelle. Ça n'est pas ma conception du pouvoir, ni ma conception de la République. Et Olivier Faure, l'image du président de la République qui avait choisi de passer quelques heures dans une station de ski ce samedi, sachant qu'il y avait ces manifestations et ces possibles débordements, vous avez été choqué? Écoutez, qu'il aille au ski, grand bien lui fasse, mais c'est vrai que on se demande parfois s'ils ont en fait encore le sens du réel. Voilà. En fait, des semaines que les organisateurs, ou en tout cas les meneurs des Gilets jaunes, expliquent que ça va être l'acte le plus il y avait un ultimatum dur depuis le 17 novembre. Et donc, on se dit qu'il choisit bizarrement ces moments pour aller au ski. Voilà. Je ne vais pas lui reprocher d'aller au ski. Nicolas Barré. Aucun des meneurs des Gilets jaunes, vous venez de les évoquer, n'a condamné les violences d'hier. Est-ce que vous les considérez comme des interlocuteurs crédibles encore? Eux-mêmes ne se considèrent pas comme interlocuteurs. Donc ce n'est pas à moi de les qualifier. Mais enfin, c'est vrai que je ne comprends pas. Et j'ai été beaucoup sur les ronds-points dans ma propre circonscription. Et y compris... Ils m'ont parfois invité à venir dialoguer avec eux, et je pense à ces gilets jaunes-là, à ces femmes, ces hommes qui ont effectivement beaucoup de mal à finir leur fin de mois. Et cela, j'ai le plus immense respect pour ce qu'ils ont fait, pour ces femmes célibataires, pour qui doivent assumer en fait sans leur ex-conjoint l'éducation des enfants, pour ces gens qui ont tant de difficultés à joindre les deux bouts. Ceux-là, ils ont mon entier respect. Parce que je sais pourquoi ils ont manifesté. Et je sais ce qui les met en colère. Je sais que l'indécence d'un pouvoir qui donne beaucoup aux riches et qui reprend à tous les autres, effectivement, je comprends leur colère. Mais ceux-là, je sais aussi qu'ils ont toujours refusé la violence. Et que ceux-là, ils ne sont plus dans les manifestations parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Et puis, il y a ceux qui ont peut-être découvert à travers ce mouvement l'occasion de briller, en tout cas à leurs yeux, et qui peut-être pris par les vertiges de la notoriété ont du mal à reculer. Et c'est grave parce que effectivement, quand on a une responsabilité publique, qu'on soit élu ou qu'on soit simplement leader d'un mouvement, on se doit
de rappeler chacun à la raison. Et on ne peut pas, semaine après semaine, être juste celui qui met de l'huile sur le feu. Mais quand les manifestations servent de paravent à la violence, est-ce que tout simplement il ne faudrait pas à un moment dire stop, on arrête ce type de manifestation? C'est pas moi qui leur dirais, c'est pas à moi je suis pas le chef des Gilets jaunes. Mais effectivement, moi avant le 17 novembre, j'avais déjà appelé à des états généraux. C'est-à-dire que j'avais déjà cherché à privilégier la voie du dialogue plutôt que celle de l'affrontement. Le gouvernement a été trop long. Il a ensuite enchaîné sur un grand débat. J'ai appelé à ce que nous allions nous-mêmes dans ce grand débat et que nous y participions. Non pas la politique de la chaise vide, non pas bouder, mais participer. Parce que je crois que quand on a une fenêtre démocratique qui s'ouvre, il faut l'utiliser. Bon, le président a utilisé cette fenêtre pour plutôt en faire un long monologue, hélas, qui a peut-être découragé une partie des Français d'y participer, considérant qu'il s'agissait d'abord d'un exercice de communication plus que d'un dialogue démocratique. Je le regrette, mais là aussi, je préfère les gens qui avancent. J'ai appelé à une conférence sociale pour conclure cette période de consultation. Et à chaque fois, je cherche à faire en sorte qu'on puisse trouver des voies qui autorisent le dialogue. Après, on a un gouvernement qui, lui, s'y refuse. Et donc, c'est la difficulté, c'est que vous avez d'un côté un gouvernement qui est droit dans ses bottes. Ça va bien Édouard Philippe, qui a longtemps soutenu Alain Juppé. Et puis, de l'autre, vous avez en fait des gilets jaunes dont on ne sait plus très bien, enfin je parle de ceux qui viennent chaque semaine casser à Paris, dont on ne sait plus très bien quelle est la revendication qu'ils portent. Donc voilà, il faut qu'il y ait à un moment donné à nouveau de la médiation. Il faut à nouveau les corps intermédiaires, comme on les appelle. Il faut que... Alors on va reparler, Olivier Faure, du grand débat, des propositions des socialistes, mais d'abord on va reparler aussi des européennes, puisque hier a été validé le choix de votre tête de liste. Olivier Faure est l'invité du grand débat et du grand rendez-vous. Du grand débat aussi, mais du grand rendez-vous sur Europe 1, CNews en partenariat avec Les Échos. On se retrouve dans un instant. Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. J'ai gagné! Pour changer les portes et fenêtres à la maison, j'ai tapé monprojetalu.fr et j'ai gagné une offre hallucinante, regarde! Mais avec Ryanair, c'est 100% gagnant. Et tu peux même te faire rembourser ton projet jusqu'à 5 000 €. Jusqu'au 29 mars avec Ryanair Aluminium, changez vos portes et fenêtres en vous connectant sur monprojetalu.fr. Conditions chez nos menuisiers agréés. Oui, vous venez de prendre place à bord du SUV Mini Countryman, nouvelle édition Longstone suréquipée. Toit ouvrant panoramique, coffre électrique, technologie embarquée, Apple CarPlay, caméra de recul et feux LED. À partir de 360 € par mois sans aucun apport et entretien inclus. Prenez le grand large. Méné. Exemple pour un Mini Countryman suréquipé 102 chevaux en LLD 36 mois sans apport, valable jusqu'au 31 mars 2019. Existe en version hybride, conditions sur mini.fr. Bonjour à tous les voyageurs. Nous voilà sur la route des séries limitées. Oh, regardez, une fibre starter qui passe. C'est une espèce très rapide à 10 € par mois. Oh, elle s'arrête devant nous. Dépêchez-vous d'en profiter, elle va repartir très vite. Eh ben ça y est, elle est partie. Jusqu'au 18 mars chez SFR, avec la série limitée Starter, la fibre est à seulement 10 € par mois pendant un an, puis 41 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois, box mise à disposition, frais d'ouverture de service 29 €. Pendant les journées Audi All Access, ne passez pas à côté de l'Audi Q5 de vos rêves. En ce moment, et jusqu'au 20 mars, bénéficiez en exclusivité d'offres exceptionnelles sur une sélection de modèles en quantité limitée et disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur audi.fr. Offre réservée aux particuliers. Voir détails et conditions sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Écoutez le printemps et profitez vite des 8 jours en or du 13 au 31 mars. Offrez-vous la meilleure sélection mode et design de la saison à partir de moins 30%. Les 8 jours en or, c'est du 13 au 31 mars dans votre magasin Printemps. Voir conditions et liste des magasins ouverts le dimanche sur printemps.com. L'instant Darty. Va falloir te réveiller un peu si tu veux pas rater l'offre. Ouais, tu sais moi, si j'ai pas mon café... Eh ben justement. C'est les Darty Days. Jusqu'au 31 mars, profitez de 100 € de remise immédiate sur les machines Nespresso de la gamme Vertuo.
Darty Days, les jours Darty. Toyota. Savoir qu'on dit tu quand on s'adresse à un ami et qu'on dit vous à son patron, mais tu à un inconnu dans un bar qu'on connaît pas du tout. Ça, c'est très français. Et vous savez ce qui est très français aussi? La Toyota Yaris à partir de 109 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Allez, vous venez, hein? Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 30 avril dans le réseau participant pour Yaris France 70 VVTi 3 portes neuves en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 1 450 € sous condition de reprise plus de 8 ans et déduction de la prime à la conversion de 1 000 €. Voir toyota.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et l'invité du grand rendez-vous. Une question de Nicolas Barré. Oui, Olivier Faure, vous êtes donc premier secrétaire du PS, et c'est donc vous qui avez pris l'initiative de ne pas retenir un socialiste pour mener la bataille des européennes, mais Raphaël Glucksmann, donc fondateur du mouvement Place Publique. Alors, c'est quand même assez frappant parce qu'il y a 2 ans, le PS avait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, est-il si mal en point que vous n'avez trouvé personne chez vous pour conduire cette liste, pas même vous d'ailleurs? Mais moi, j'avais dit que j'étais disponible et j'aurais pu être ce candidat. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Et ce choix qui a été approuvé très très largement hier par le Conseil national du Parti socialiste. Parce que tout simplement, il faut changer. Il faut changer. Vous avez personne en interne pour changer? Mais vous l'avez dit, nous avons fait 6% à l'élection présidentielle. Et donc, la question maintenant, c'est de savoir si on continue à considérer qu'on fait comme avant, ou est-ce qu'on cherche au contraire à s'ouvrir à nouveau à d'autres? On nous a tellement reproché d'être repliés sur nous-mêmes. Eh bien, moi, je souhaite au contraire faire l'inverse. Alors, je sais bien, il y a des gens qui diront « on n'a jamais fait comme ça ». Mais oui, on n'a jamais fait comme ça. Mais je vois bien aussi que le rassemblement de la gauche, tout à l'heure, Hélène Jouan parlait de l'émiettement de la gauche. Cet émiettement, c'est tout simplement un tapis rouge que l'on a déroulé progressivement sous les pas des libéraux d'Emmanuel Macron et des nationalistes de Marine Le Pen. Mais en quoi ça réduit l'émiettement de la gauche? Il y a toujours autant de listes. J'y viens. Et donc, la question à chaque fois, c'est que tout le monde dit « je suis pour le rassemblement ». Bien sûr, je suis pour le rassemblement. Mais derrière moi. Et donc, ça fait que le rassemblement, il n'a jamais lieu. Parce que c'est les égos qui l'emportent, parce que c'est les égoïsmes partisans qui l'emportent, parce que au fond, la gauche, aujourd'hui, elle ne sait plus réagir autrement qu'en se battant contre elle-même. Eh bien, il fallait à un moment donné un symbole fort. Expliquer que, justement, ça doit s'arrêter. Et qu'il faut, y compris pour un grand parti comme ce parti que je dirige aujourd'hui, sache faire le sacrifice de la tête de liste pour pouvoir s'ouvrir à d'autres. On a dit le monde intellectuel a déserté la gauche. Et quand le monde intellectuel revient vers la gauche, mais il faut être en désaccord. Vous dites justement un symbole fort, mais vous choisissiez une figure plutôt inconnue du grand public, Raphaël Glucksmann. Alors, il a cette campagne peut-être pour faire parler de lui. C'est aussi un choix audacieux sur le fond. Il n'a pas toujours eu les mêmes positions que le Parti Socialiste. En 2007, on l'a dit, plutôt admirateur de Nicolas Sarkozy. Il a aussi été sur une ligne très libérale. Il a été candidat pour un petit parti lors de la campagne présidentielle. Il considérait aussi que le vieux PS était un poids mort. Il lui disait même adios. Ça vous dérange pas ces prises de position de votre tête de liste aujourd'hui? Mais vous ne croyez pas qu'il y a, au-delà de Raphaël Glucksmann, beaucoup de gens qui ont dit il y a 2 ans adieu au Parti socialiste? Et c'est précisément ces gens-là que je veux retrouver. Parce que si moi je devais simplement aujourd'hui m'occuper de consolider votre socle aujourd'hui, vous ne croyez pas que la question n'est pas une priorité? Mais moi je ne suis pas là pour gérer un capital. Je suis là pour au contraire faire en sorte que nous puissions retrouver une force dans ce pays qui permette d'alterner avec les libéraux. Donc évidemment, je pourrais me contenter de dire je ne prends que ceux qui, au premier jour, étaient là avec moi. Mais dans ces cas-là, je vais faire quoi? Je vais continuer à dire que je travaille avec les gens qui nous ont conduits à 6%. Ben moi, c'est pas un objectif dans la vie de faire 6%. Quel est l'intérêt de faire de la politique pour témoigner? Moi, je suis pas là simplement pour résister, pour dire voilà, je voudrais que... Je suis là parce que je veux un jour pouvoir gouverner. Et pour pouvoir gouverner, il faut s'ouvrir à d'autres. Et il faut avancer parce que c'est la seule façon d'être intéressant, y compris pour les Français. Vous croyez que les gens qui, aujourd'hui, s'intéressent encore à la gauche se disent ben moi, je suis pour la gauche parce qu'ils sont sympathiques et que... Non, ils veulent qu'un jour, nous puissions prendre à nouveau le pouvoir pour changer la vie, pour pouvoir simplement transformer. Sauf que si on pour est simplement là pour dire qu'on cultive nos 5% ou nos 6%, ça n'a aucun intérêt. Il y en a d'autres qui le font très bien, qui le cultivent. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour avancer, faire germer. Au contraire,
donner du sens et permettre l'élargissement progressif à d'autres forces que les nôtres. Avant l'élargissement, ça provoque quand même ce choix de tête de liste, de nouvelles fractures. Il y a un Hollandais historique, Stéphane Le Foll, qui a décidé de quitter la direction du Parti socialiste. Est-ce que vous avez parlé de cette candidature de Raphaël Glucksmann à François Hollande, qui a été patron du PS pendant 10 ans? Mais je vais même vous parler d'abord avant de... Enfin, il se trouve que... Ne croyez pas que tout ça se fasse dans une forme d'opacité. Tout le long du processus de discussion, et d'ailleurs, vous-même, on étiez tous au courant, l'engagement... On vous a donné mandat pour discuter d'un éventuel rassemblement, pas forcément pour donner la tête de liste à Raphaël Glucksmann. J'y viens. Et donc, ça fait des semaines et des mois que, en réalité, je discute publiquement avec notamment Place Publique. J'ai rassemblé à plusieurs reprises les différentes sensibilités du PS. Et je leur ai dit ce que je faisais. Lundi dernier, ils m'ont remis un document qui était leur liste idéale. Un papier qui était signé par les 3 sensibilités minoritaires. Eh bien, figurez-vous que à la première place de cette liste, il y avait 2 noms. Dans l'ordre, Raphaël Glucksmann ou Olivier Faure. Et donc, vous avez choisi... Et donc, moi, je considère que quand on dit quelque chose le lundi, le mieux, c'est que le vendredi, on dit la même chose. Donc ils sont dans une posture... Voilà. Juste pardonnez-moi, François Hollande, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que la politique n'est plus crédible. C'est ce qui rend... Mais c'est désarmant, pour tout vous dire. Et je n'ai même plus envie d'en parler, parce que ça a quelque chose qui a lassé, qui a écœuré et qui a fatigué les Français. Donc maintenant, il faut des gens qui marchent dans la sincérité de l'engagement. Point. Le reste n'a aucune importance. C'est la littérature, et tout ça sera oublié en quelques heures. Parce que, franchement... Maintenant, il faut avancer, il faut faire campagne, il faut expliquer aux gens ce vers quoi nous voulons aller. Faire en sorte que cette Europe ressemble à autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est le débat essentiel. François Hollande, il vous a dit quelque chose le lundi? Est-ce qu'il dit toujours la même chose François Hollande ne m'a rien dit le lundi, ni le samedi. Et donc, c'est bien parce que, en l'occurrence, il n'a pas parlé ni avant, ni après, il n'a pas commenté et il a respecté une décision qui appartenait à un parti auquel il appartient encore. Ségolène Royal, qui a failli mener cette liste... Vous savez si elle vous soutient dans ce combat et dans le choix de cette tête de liste? Je crois que Ségolène Royal a dit à plusieurs reprises qu'elle soutenait toutes les démarches de rassemblement et qu'elle souhaiterait, y compris que les écologistes finissent par se poser la question de manière un peu différente. Parce que là, on voit bien qu'ils sont dans une démarche qui correspond à ce qu'ils ont toujours fait. Donc, se compter, être des lanceurs d'alerte. Et longtemps, pour l'instant, ils comptent plus que vous dans les sondages, les écologistes. C'est la liste de Yannick Jadot. C'est exact. Mais est-ce que vous pensez que faire 7 ou 8, ça, c'est une victoire pour l'écologie? C'est envoyer des députés au Parlement européen, en tous les cas. C'est envoyer 7 ou 8 députés au Parlement européen. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire pour l'écologie? Je vous pose la question. Moi, je vous dis qu'ils ont été longtemps utiles dans le débat pour lancer des alertes. Et de René Dumont jusqu'à Yannick Jadot, ils avaient cette vocation d'alerter, de dire attention, attention. Mais ils l'ont fait souvent en prêchant dans le désert. Dommage d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça méritait mieux. Et maintenant, ce statut-là, il a changé. Le GIEC est passé par là. Donc tout le monde sait que l'alerte a été donnée. Et tout le monde l'a entendu. Simplement, la question, c'est plus simplement d'être minoritaire, de porter une voix minoritaire, c'est de porter une logique majoritaire. Et pour ça, ça suppose quoi? Ça suppose effectivement de venir avec d'autres, là aussi, de se rassembler. C'est comme si moi je disais un jour, je fais 8%. Je suis content de faire 8%, mais ça sert à quoi de faire 8%? Il faut faire dans un pays 50%. C'est ça l'objectif au final. C'est d'arriver à convaincre, à fédérer pour pouvoir emmener. Parce que dire qu'on est pour sauver la planète, mais le dire dans son coin et ne pas donner les moyens de sauver la planète en étant effectivement majoritaire, finalement, c'est condamner une logique, c'est condamner sa propre cause. Et c'est ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à aller vers un engagement qui soit un engagement à vocation majoritaire. Vous n'y croyez plus? J'ai dit que moi, je souhaitais que la liste que nous conduisons avec Raphaël Glucksmann, eh bien, soit une liste qui soit ouverte jusqu'au dernier jour. Et donc, s'il y a des gens qui devaient évoluer, après tout, la raison peut toujours l'emporter, c'est pas interdit. Et donc, là, la liste sera à nouveau ouverte et nous ferons en sorte de pouvoir
présenter ensemble des candidatures. Olivier Faure, qui est-ce qui va financer cette campagne? Apparemment, certains élus socialistes commencent à se dire qu'ils n'ont pas envie que leurs cotisations servent à financer la campagne de Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous allez demander à Place Publique, par exemple, de partager les coûts moitié-moitié? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Nicolas Barré, vous êtes trop informé pour me poser une question pareille. Vous savez très bien que les détails des comptes du Parti socialiste sont compliqués. Vous savez très bien que les campagnes électorales sont financées sur le fonds public pour tous les partis, et en l'occurrence aux européennes, qui font plus de 3%. Nous allons faire beaucoup plus de 3%, et donc cette campagne, elle sera financée en réalité par tous les contribuables, comme toutes les listes. Donc cette question-là... Mais c'est vous qui avancez l'argent, c'est le Parti socialiste qui va avancer l'argent. Amorcer la campagne. Si vous voulez dire qu'on fait de la trésorerie, on fait de la trésorerie, mais enfin, soyons à la hauteur aussi du moment, quoi. C'est quand même... Enfin, vous vous rendez compte des arguments qui sont déployés, là? Enfin, on est en train de tomber très bas, quand même, non? Apparemment, certains cadres du Parti socialiste, quand même, posent des questions sur les finances du parti, sur l'opacité, sur le fait que le nouveau siège à Ivry est partiellement inoccupé, que tout ça a des coûts. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ça va être des gens qui n'y sont jamais venus, alors. Parce qu'il est particulièrement occupé. Et donc, bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dise là aussi? Les comptes sont transparents. Ils n'ont même jamais été aussi transparents, à la fois parce que il y a la trésorière du PS, Panel Richardot, rend compte systématiquement devant le Conseil national des dépenses qui sont effectuées, et ensuite parce que, comme pour tous les partis politiques, nous sommes contrôlés. Nous avons en permanence l'obligation de dire ce que nous faisons de l'argent qui est effectivement de l'argent public. C'est très bien que ce soit comme ça. Donc c'est les gens qui vous disent ça sont ceux aussi qui pensaient qu'il ne fallait pas déménager de Solferino, mais qui ont conduit à ce qu'on parte de Solferino. Il y a bien des gens qui disent ça, alors. Sûrement, puisque c'est vous qui le rapportez. Moi, je vous fais confiance. Non, mais vous le savez. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Moi, je vous crois. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, est l'invité du grand rendez-vous. On va parler propositions européennes dans un instant. Restez avec nous, on se retrouve. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Donc la navigation connectée, les suspensions avec butée hydraulique progressive, elle les a, mais alors blanc, non, gris. Noir, c'est pas mal aussi. Hein. Citroën a 100 ans, mais vous n'avez pas 100 ans pour vous décider. Pendant les portes ouvertes, profitez de 3 000 € de reprise supplémentaire sur Citroën C4 Cactus Edition Collector Origins avec personnalisation exclusive et suspension à butée hydraulique progressive. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 mars, détail sur citroën.fr. PSG OM. Dimanche 17 mars, ils vont en découdre pour défendre leur maillot. Avec des joueurs qui tricotent mieux que personne. Des ciseaux spectaculaires. Des crochets magnifiques. Des buts sur le fil. Des actions qui déchirent. On parle foot ou couture, là? Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair, là. Hein. C'est pas clair. Le Classico PSG-OM, c'est ce soir à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Pour préserver leur anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés. J'étais le commissaire Michel. J'interroge un suspect, son alibi, les Germandaise. Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Je le coffre illico. Suspect suivant, même alibi. Un complice, je le coffre. Suspect suivant, idem. Aujourd'hui, je suis à la circulation, j'en vois passer des Opel Corsa. Pendant les German Days, journée allemande, jusqu'au 25 mars, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4 300 € pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Les gens me demandent, enfin Chantal, qui sont toutes ces personnes qui défilent chez vous? Je suscite tellement le fantasme. Mais ce sont juste les équipes Akena qui posent ma véranda. Ils suivent le projet pas à pas de la conception à l'installation. Car chez Akena, ils sont disponibles, présents, prévenants. Et moi j'adore les petits gars comme ça. Mais n'allez pas le répéter, hein, sinon ça m'a encore jasé. Akena, la reine des vérandas et des pergolas. Ford. Pendant les Ford Days et jusqu'au 31 mars seulement, découvrez la Ford Fiesta avec régulateur de vitesse et écran tactile. Pas mal. Rajoute le truc pour rester dans la voie, s'il te plaît. L'aide au maintien dans la voie. Ok, Teddy. Et parle-nous du prix aussi. Pendant les Ford Days, la Ford Fiesta tout équipée est à partir de 109 € par mois. Et avec aide au maintien dans la voie. Excellent. C'est Teddy qui l'a dit. Ouverture dimanche 17 selon autorisation. LLD à particulier 48 mois, 40 000 km pour une Ford Fiesta 5 portes Call & Connect 70 chevaux, premier loyer de 1990 €. Offre jusqu'au 31 mars aux conditions de reprise. Si accord Brémanilise, voir Ford.fr.
Et si vous passiez à la fibre pro Orange pour développer votre activité? Ben moi, avec Orange, ils m'ont installé la fibre pro gratuitement à la pizzeria. Moi, avec la fibre pro, j'envoie mes plans 3D aux clients super rapidement. Et moi, quoi qu'il arrive, j'ai une solution immédiate pour rester joignable et connecté sans supplément. Même pas un petit supplément Mozza? Avec Orange, bénéficiez d'un vrai accompagnement et de la performance de la fibre pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr, en boutique ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et l'invité du grand rendez-vous. Olivier Faure, vous avez fait de la défense de la planète votre premier combat commun. Vous avez d'ailleurs participé hier à la marche pour le climat qui a réuni 45 000 personnes à Paris, dans le calme. Mais on a vu à l'occasion de la crise des Gilets jaunes combien il était compliqué finalement de financer les efforts à faire pour la transition écologique. En tout cas, sans faire porter ce poids financier aux citoyens. Quelles sont vos propositions en la matière ? Mais vous avez raison de dire que, en fait, ce qui a mis en colère les Français, c'est qu'on leur disait qu'il fallait agir pour le climat. Ils étaient d'accord ? Exactement, et très majoritairement. Mais ils ont compris aussi que, en fait, on prélevait sur la taxe carbone, via la taxe carbone, sur l'ensemble des Français, et que cet argent n'allait même pas financer la transition énergétique. En partie, en tout cas, pas totalement. 20%, voilà. 20%. Non, mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire que, en fait, on les prenait en fait pour des quiches. Pour dire les choses trivialement. Et donc, ça a été insupportable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut effectivement assumer cette transition énergétique, parce que si nous ne le faisons pas, c'est un drame qui est en préparation. Donc, il faut arriver à relier à la fois la question sociale et la question écologique. Ils ont abandonné l'impôt sur la fortune. 3,5 milliards par an qui ne rentrent plus dans les caisses de l'État. Est-ce que vous ne croyez pas que ces 3,5 milliards pourraient, par exemple, aujourd'hui financer la transition énergétique ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir un acte citoyen, demander à ceux qui ont les grandes fortunes de dire « Bon, puisque vous êtes les plus riches et que vous êtes certainement ceux aussi qui, par la force des choses, polluaient le plus, qui avaient le bilan carbone le plus important, que vous ne puissiez pas maintenant contribuer. Donc un ISF vert, ce serait pas complètement illogique. Donc les riches paient pour la transition écologique. Première piste. Par exemple, les riches payent pour la transition écologique. Oui, effectivement. Ensuite, je donne un autre exemple de ce qui devrait être fait. C'est que je sais bien qu'il faut... je ne suis pas un adepte du n'importe quoi en matière budgétaire, mais considérer que, compte tenu de l'urgence, tous les investissements dans la transition écologique doivent sortir du calcul des 3% de Maastricht. Proposition faite par Laurent Berger et Nicolas Hulot, notamment. Proposition convergente avec Nicolas Hulot et Laurent Berger, mais qui est une proposition que nous avons adoptée nous-mêmes en octobre. C'est vous dire que... Il faut juste se mettre d'accord avec tous les autres Européens. Mais il y a un moment où il faut aussi que la France accepte de jouer son rôle. Et en la matière, ce fut fait dans le précédent quinquennat. Rappelez-vous de la COP21, où c'est pas simplement les Européens qu'il fallait mettre d'accord, mais c'était l'ensemble du monde. Ce fut fait avec Laurent Fabius, avec Ségolène Royal, avec François Hollande. Et donc, il y a une nécessité... Ce sont les résultats aujourd'hui qui sont en cause, notamment sur cette COP21. Non, mais je ne vous dis pas que tout va bien et que c'est formidable. Autrement, il n'y aurait même pas besoin d'être candidat. On considérerait que tout roule et que ça va bien. Mais il y a un moment aussi où il faut mettre les choses sur la table et dire, maintenant, assez parlé. Et c'est valable d'ailleurs pour nous-mêmes comme pour tous les autres. Assez parlé. Maintenant, il faut agir. Ce que nous disent les plus jeunes, ce qu'ils nous ont dit vendredi, et ce qu'ils nous disent depuis de nombreuses semaines, et ce que beaucoup d'autres sont venus dire, et nous parmi eux, hier à la marche pour le climat, c'est que l'inaction coûte plus que tout. Et la principale dette, puisqu'on nous dit toujours que, attention, il ne faut pas laisser une dette à nos enfants. On parle toujours de la dette budgétaire, économique, etc. Ben moi, je vous dis que la principale dette, c'est la dette écologique. Et que si nous ne faisons rien, vos enfants, mes enfants, dans 20 ans, dans 30 ans, leur principale activité, je dis bien leur principale activité, ce sera de rechercher comment se nourrir, comment boire, comment se protéger, y compris de ces mouvements migratoires qui vont non pas déplacer 300 personnes, parce que là, pour l'instant, on a un président de la République qui refuse d'accueillir un Aquarius à 300 gus. Mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est entre 1 et 7 milliards d'individus qui vont bouger.
Et vous savez bien que quand les gens ont froid, faim, chaud... 7 milliards, là, c'est toute la planète qui bouge, là. Mais c'est pas moi qui le dis. Je lis simplement, comme vous, les journaux, et je vois bien que j'ai dit entre 1 et 7. Bon, ça veut dire simplement que quand vous allez avoir des zones entières où on ne pourra plus boire, on ne pourra plus manger, on ne pourra plus faire manger son bétail, qu'est-ce qu'on fera? Eh ben, on bougera, on prendra 20 km, 30 km, 40 km, et qu'est-ce qui se passera? On rencontrera des gens qui eux-mêmes défendront leurs frontières, parce que eux-mêmes ont des bêtes à nourrir, des enfants à faire manger, eux-mêmes à nourrir. Et et ainsi de suite. Et donc, vous aurez, en réalité, là, un moment qui va être un moment de guerre lié au climat, et ça, chacun d'entre nous le sait. Toutes celles et ceux qui font aujourd'hui de la politique sont alertés depuis fort longtemps. Je regardais l'autre jour chez moi dans ma bibliothèque, parce que je me disais, mais ça fait combien de temps en fait qu'on nous parle de ça? Et j'ai un livre qui s'appelle Les guerres du climat. Ça fait 15 ans qu'il est sorti. Ça fait 15 ans qu'on nous dit, voilà ce qui se passe. Et y compris qu'on nous alerte sur les guerres qui ont déjà commencé, qui sont souvent présentées comme des guerres ethniques, etc., mais qui ont comme fondement déjà la question écologique. Et donc, si on était en réalité contre la submersion, comme nous dit la droite et l'extrême droite, eh bien, on devrait d'abord être dans le combat écologique. Parce que la seule façon d'arriver à continuer à vivre dans une forme d'équilibre et arriver à faire en sorte que ce monde ne bascule pas dans le conflit généralisé, c'est effectivement de se battre d'abord pour la planète. Nicolas Barré. Olivier Faure, vous nous dites que les gens étaient mécontents parce que seulement une fraction de cette fiscalité écologique allait financer la transition énergétique. Est-ce que ça veut dire que il faudrait rétablir cette fiscalité écologique, notamment par exemple sur l'essence, avec l'assurance que la totalité, pour le coup, aille financer la transition écologique? Est-ce que vous seriez pour le rétablissement de cette fiscalité sur l'essence, par exemple? Oh ben, elle n'a pas disparu. Et en fait, il y a eu un moratoire sur l'augmentation. Oui. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, j'assume complètement. J'ai voté la taxe carbone. Parce que je considère qu'il faut effectivement, à un moment donné, donner un signal prix et que le prix du diesel à la pompe rejoigne le prix de l'essence. Mais on avait adopté une trajectoire qui était une trajectoire faible, qui était un signal pour les constructeurs automobiles, leur dire arrêtez de tout mettre sur le diesel et comprenez que ça n'aura plus aucun avantage, donc vous n'aurez plus d'acheteurs. Mais on n'avait pas fait comme ça. On est à la fois à la radio et à la télévision, je fais des gestes qui ne sont pas compris par tout le monde, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une trajectoire qui était une trajectoire modérée, soutenable, et que le gouvernement actuel a augmenté de 50 milliards sur 5 ans. Alors évidemment, quand vous avez 50 milliards de plus qui sont prélevés sur les ménages et les entreprises, ça se voit. Et donc, moi, je suis pour une trajectoire qui soit maintenue à un rythme soutenable, qui permette de dire le diesel, c'est fini, mais permettre à ceux qui, aujourd'hui encore, roulent au diesel, de pouvoir le faire dans des conditions qui ne les mettent pas en difficulté. Et inversement, pour ceux qui n'ont pas d'autre choix pour se déplacer, qu'il y ait aussi un accompagnement. C'est pour ça que nous voulions doubler le chèque énergie et que nous avons fait ces propositions dans un plan à 25 milliards proposé en janvier au Premier ministre, que nous avions présenté avec Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, et Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat. Bon, nous n'avons pas été entendus là non plus, alors que nous avions une proposition qui était très concrète, qui ne coûtait rien à 99% des Français. On revenait simplement pour 5 milliards sur l'impôt sur la fortune et le prélèvement forfaitaire unique, qui aujourd'hui, vous le savez, permet à des gens qui vivent de leurs dividendes d'être moins prélevés à l'impôt sur le revenu que quelqu'un qui est au-dessus du SMIC. Et ça, c'était 5 milliards. Et puis, il y avait 20 milliards qui étaient simplement ne pas accepter le doublement du crédit d'impôt compétitivité emploi sur l'année 2019. Voilà. On avait 25 milliards qui ne coûtaient rien à 99% des Français, qui permettaient de revenir sur leurs propositions, enfin leurs décisions sur les retraites, faire en sorte que nous puissions accompagner les ménages modestes dans la transition énergétique. Et je vois que tout ça n'a pas été entendu. Et je me demande bien pourquoi. Tout ça parce que 5 milliards, c'était pas possible de les reprendre au plus riches. Un sujet dans la campagne des européennes, le budget fédéral défendu par votre tête de liste, du coup maintenant Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à faire cette démarche? On le voit, Emmanuel Macron, avec son budget de la zone euro, n'a pas trouvé de partenaire en Europe. Les militants socialistes acceptent cette idée? Mais c'est un combat que nous devons mener. Bien sûr que ça n'est pas... Enfin, si on venait avec un projet qui correspondait déjà à ce qui se fait, vous nous diriez, mais attendez,
C'est déjà fait, donc voilà, donc ça n'est pas encore le cas. Mais effectivement, il faut un budget de la zone euro, il faut un budget européen qui soit un budget autonome, c'est-à-dire il y a déjà un budget européen, mais pour l'instant, il dépend du versement des États. Ce qu'il faut, c'est que l'Europe puisse elle-même prélever, notamment prélever sur les GAFA. Et là, ce débat, il doit continuer à être porté. On en voit les limites, on voit bien la difficulté qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il faut que la France commence elle-même, et non pas seulement les GAFA d'ailleurs, mais toutes les multinationales, et qu'il ne soit plus possible dans ce pays de pouvoir y faire des bénéfices sans payer ces bénéfices à l'endroit où ils sont réalisés. Bravo Bruno Le Maire, là, en quelque sorte. Bah non, pas Bruno. Encore un effort, Monsieur le Maire. D'avoir montré le chemin. Pour l'instant, Bruno Le Maire nous dit qu'il veut faire, il fait pas grand-chose. Ah bah il fait sur la France, si. Il fait sur la France. Il n'a pas fait encore, je suis désolé, mais enfin, il a été rapide sur l'ISF pour le supprimer. Pour les GAFA, je n'ai pas encore vu quoi que ce soit. Ça va peut-être revenir, et ce que nous lui disons, c'est que nous l'accompagnerons sur les GAFA, mais nous demandons d'aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que les GAFA. Il y a les GAFA qui sont Apple, Amazon, etc. Il y a aussi les multinationales qui se servent de la même façon des paradis fiscaux, et donc avec l'économiste Zuckman, avec Boris Vallaud, qui a travaillé sur le sujet pour le groupe parlementaire à l'Assemblée, eh bien, nous avons proposé à plusieurs reprises un amendement qui a été chaque fois refusé par le même Bruno Le Maire. Et donc, moi, j'attends les actes. Parce que je vois bien qu'il y a des grands discours, mais quand on demande à l'Assemblée à faire voter un mécanisme qui permet justement la taxation de ces multinationales, on nous répond « pas possible ». Voilà, donc il y a quelqu'un qui doit mentir quelque part. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant et on va parler de vos propositions que vous avez pu faire au moment du grand débat qui se clôt ces jours-ci. A tout de suite. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Qu'est-ce que tu fais? T'ouvres un compte bancaire? Ouais. Avec Orange Bank, c'est sans condition de revenu et sans frais de tenue de compte. Et ça juste avec ton téléphone? Bah ouais. Maintenant, ouvrir un compte, c'est plus simple que de... Bonsoir, messieurs. Les baskets, ça va pas être possible. Bonne soirée. Bah, que de rentrer en boîte, par exemple. Ouais, c'est pas faux, ouais. Orange Bank, la banque maintenant. 0 frais de tenue de compte si utilisation des moyens de paiement. Ouverture de compte sous réserve d'accord de la banque. Voir conditions sur orangebank.fr. Je peux vous aider, monsieur? Je vais la prendre. Pardon? Autant j'hésitais, mais là, terminé, je la prends. Vous prenez quoi? Bah, la Volkswagen. Ah. Quoi, y en a plus? Ah si, plein, mais moi je suis là pour le ménage, en fait. On ouvre dans 1 heure, monsieur. Vous seriez pas en train de me piquer la place, là? Oh non, pas du tout. Je vais rester avec vous, quand même. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 € empruntés, 1 500 € d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour et Carrefour Market, il y a des promos incroyables. Ouais, c'est ça, ouais. Sur les pinces à linge. Non, sur le Nutella, avec moins 50% sur le deuxième pot acheté. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième pot de 1 kg de Nutella. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Détails produits et liste des magasins ouverts dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Jusqu'au 20 mars, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les accessoires. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Sport 2000 de Péronne, bonjour. Salut, c'est Christophe du Sport 2000 de Vaux-sur-Mer. Allez, sois gentil. Rapporte. J'ai dit rapporte. Bah, comment tu me parles? Je suis pas ton chien. Non, mais quand je dis rapporte, c'est rapporte des euros à tes clients, si tu vois ce que je veux dire. Ah ok, tu veux parler de l'opération vieille basket? C'est bien ça. Rapporter ses vieilles baskets et rapporter des euros, ça match dans les magasins Sport 2000. Jusqu'au 24 mars, en rapportant votre vieille paire de baskets, elle sera recyclée par le relais et vous aurez jusqu'à 30 € de remise sur l'achat d'une nouvelle paire. Sport 2000. Ça match. Voir conditions en magasin. Oui, vous venez de prendre place à bord du SUV Mini Countryman, nouvelle édition Longstone suréquipée. Toit ouvrant panoramique, coffre électrique, technologie embarquée, Apple CarPlay, caméra de recul et feux LED. À partir de 360 € par mois sans aucun apport et entretien inclus. Prenez le grand large. Méné. Exemple pour un Mini Countryman suréquipé 102 chevaux en LLD 36 mois sans apport, valable jusqu'au 31 mars 2019. Existe en version hybride, conditions sur mini.fr.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et l'invité du grand rendez-vous. Olivier Faure, le grand débat lancé par le gouvernement est officiellement clos, même s'il va encore se tenir le week-end prochain des conférences avec des citoyens tirés au sort. Vous avez dit tout à l'heure, on a eu droit à un long monologue du président de la République. Vous avez dit tout à l'heure, le Parti Socialiste n'a pas joué le jeu de la chaise vide. Sauf qu'on n'a pas très bien compris ce que proposait le Parti Socialiste. Quelles avaient été ses contributions à ce grand débat, alors que vous avez encore, évidemment sur tout le territoire, beaucoup d'élus, des maires. Qu'est-ce que vous avez à proposer, vous ? D'abord, vous venez de le dire, c'est un grand débat, mais dans lequel nous avons commencé, nous, par écouter ce que nous disaient les Français. Parce que, je vous parlais du long monologue du président de la République, c'est parce que, en réalité, cet exercice d'autojustification ne se justifiait pas, en l'occurrence. Et que il ne faut pas confondre écoute des Français et campagne permanente de la part du président. Vous lui reprochez de s'être investi dans ce débat ? D'être investi, non. D'avoir monopolisé la parole souvent, oui. Parce que, en fait, moi j'attendais quoi de ce président ? C'est qu'il puisse utiliser ce temps qu'il avait pour aller à la rencontre des Français pour les écouter. Il y a eu des milliers de réunions. Et Emmanuel Macron n'a pas participé à ces milliers de réunions. Non, il n'a pas participé à ces milliers de réunions. Mais je dis simplement que quand lui participait à des réunions, moi j'attendais de lui qu'il soit d'abord là pour entendre et non pas simplement pour justifier de sa politique. Bon, mais passons, ça n'est pas l'essentiel. Donc vous avez écouté également. Et donc, la première chose que nous avons demandé à nos militants et nos élus, c'est de se rendre à ces réunions et d'écouter ce qui s'y racontait. Et d'ailleurs, ce qui s'y raconte, vous-même, vous le savez, parce que les rapports ont été nombreux depuis, et vous voyez bien que, pour l'essentiel, ce qu'ils nous disent correspond à ce que nous pouvons naturellement porter. Et alors justement ? Notamment sur la question fiscale, sur la question de la justice économique, sur la question écologique, sur tous ces sujets-là qui sont les premiers portés par les Français, nous avons là matière à beaucoup dire. Et donc, nous allons rencontrer la semaine prochaine les 19 organisations qui sont avec Nicolas Hulot et Laurent Berger ont émis 66 propositions. Pour nombre d'entre elles, elles sont convergentes avec ce que nous proposons déjà et nous voulons pouvoir discuter avec eux des moyens de faire avancer ces idées-là dans le débat public et les faire entrer dans la réalité. Et alors concrètement, justement, vous avez sans doute entendu ce sentiment d'injustice formulé dans de très nombreux débats par des Français, pas toujours face au président de la République, et ce sentiment d'injustice qui a nourri cette crise des Gilets jaunes, notamment sur un sujet, par exemple celui du temps de travail inférieur à 35 heures dans certaines collectivités locales. Est-ce qu'il est toujours justifié, ce temps de travail inférieur ? Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de revoir les choses, de les remettre à plat à l'occasion de cette séquence qui s'ouvre, issue du grand débat ? Bon, je connais peu de collectivités qui soient en dessous de 35 heures, mais je voudrais... Quand on parle de l'injustice, en général, les gens ils vous parlent pas de l'injustice avec celui qui a obtenu mieux qu'eux. Ils parlent en fait de l'injustice par rapport aux puissants, par rapport à ceux qui s'autorisent des règles qui ne fonctionnent que pour eux. Ça, effectivement, c'est de l'injustice. Sur les retraites, par exemple, aussi. Par exemple, non mais... Rendez-vous compte que là, vous êtes en train de me dire, au fond, le résultat du grand débat, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'il y a des gens qui ont obtenu davantage de droits que moi. Mais c'est pas ça qu'ils nous disent. Les gens, ils nous disent, vous vous rendez compte que, en fait, nous, on a un travail, c'est difficile, on se lève tôt le matin, etc. Et puis, il y a des gens qui vivent de leur rente et qui, finalement, les prélèvements, c'est peanuts pour eux. C'est quand même... C'est ça la justice, c'est pas de toujours regarder son collatéral en regardant s'il a obtenu 3 ou 4 euros de plus. C'est la question, c'est en fait ces gens qui se gobergent parce que finalement on les laisse avancer sans jamais... Donc on baisse la pression fiscale pour les classes moyennes et on rétablit l'ISF, ce à quoi le gouvernement a déjà répondu non. Mais le gouvernement a répondu non, ça n'est pas pour autant que moi je vais arrêter de penser ce que je pense. Ce n'est pas parce que le gouvernement considère qu'il est normal aujourd'hui. Je vous l'ai dit il y a un instant, mais vous vous rendez compte que quelqu'un qui vit de ses dividendes, donc quelqu'un qui vit de ses actions, qui ne travaille pas forcément, mais qui vit de ses actions, aujourd'hui, il est moins imposé à l'impôt sur le revenu que vous et moi. Et
surtout pour tous celles et ceux qui gagnent beaucoup moins que nous. Donc on baisse l'impôt sur le revenu pour vous et moi et les autres. Pour vous et moi, je suis pas sûr, mais en tout cas, pour ceux qui sont en dessous de vous et moi, ça mériterait d'être effectivement pensé. Parce qu'il y a aujourd'hui nécessité de redonner du pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, ça passe pas uniquement par la question fiscale, c'est aussi la question salariale. Il n'est pas tout à fait logique de toujours poser la question uniquement du point de vue de l'État. Je vois bien que le MEDEF s'est planqué. On ne sait pas où ils sont là. En fait, habituellement, ils sont toujours là. Proposition la semaine prochaine. Ah, bah voilà. Bon, bah, ils se réveillent, mais pour l'instant, ils étaient restés très calmes. Et je les comprends parce que, en fait, on s'est tellement habitué à l'idée qu'on ne pouvait rien demander au grand patronat que finalement, on ne leur demande plus rien. Mais moi, je souhaitais une conférence sociale, y compris pour cette raison. C'est qu'il faut se mettre, du coup, qu'il soit une conférence sociale qui mêle la question salariale à d'autres questions, à la question fiscale, etc. Mais ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'il est nécessaire à un moment donné aussi de dire aux gens que c'est ce qu'ils réclament aussi, et c'est ce qu'ils disent. On veut pouvoir vivre dignement. Est-ce que vous trouvez logique d'avoir des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à vivre de leur travail ? Cette fameuse expression du pouvoir de vivre qui est exprimée par Laurent Berger et qui dit beaucoup. Ces gens simplement qui demandent à pouvoir vivre. Ces gens qui sont des travailleurs pauvres et qui, le soir, n'ont même pas de domicile et qui rentrent dans leur voiture pour pouvoir réembaucher le matin. Est-ce que c'est supportable ? La réponse est non. Et donc, il y a effectivement une question salariale qui est aussi posée aujourd'hui dans ce pays. Nicolas Barré. Le débat sur la privatisation d'ADP s'est poursuivi cette semaine à l'Assemblée. Finalement, donc, un vote a entériné cette privatisation. Vous vous êtes élevé contre. Pour quelle raison, au fond ? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'être actionnaire majoritaire dans une entreprise qui essentiellement s'occupe de commerce, finalement, de gérer des galeries commerciales et des boutiques de souvenirs ? C'est comme ça que vous vivez à Aéroport de Paris ? Les 3/4 du chiffre d'affaires d'Aéroport de Paris, ce sont des activités commerciales. Oui. D'accord. Enfin. Et l'État garde la main sur le contrôle aux frontières, sur le foncier. Oui, oui. En fait, tout est en train de bouger. On voit bien qu'on est en train d'avoir un gouvernement qui est en train de modifier au fur et à mesure sa propre offre. Mais l'argument que vous déployez est le même qui fut utilisé pour les autoroutes. Est-ce que l'État a besoin de s'occuper des péages ? La réponse était non. On peut se dire, effectivement, monter et descendre une barrière, ça peut être fait par n'importe qui. Mais les Français ont depuis compris pourquoi ça devait être maintenu dans le giron de l'État. Parce que c'était d'énormes bénéfices qui ont été, en réalité, concédés au privé. Tout ça parce que l'État, sous Dominique de Villepin, avait besoin de faire sa trésorerie avec cette privatisation, avec cette concession à Mais justement, d'où un certain nombre de garde-fous qui ont été listés là dans le projet de privatisation d'ADP. Justement, pour tenir compte de ce qui s'était passé sur les autoroutes, sur le contrôle par exemple, des tarifs aéroportuaires. Non, mais là, il y aura un contrôle qui sera beaucoup plus serré. Mais qu'il y ait un contrôle, ça ne veut pas dire que les bénéfices vont partir dans la poche des Français. Ça veut dire que vous êtes en train de priver les Français d'une entreprise qui est bénéficiaire et qui va, en réalité, donner ses propres bénéfices à une entreprise privée. Et d'ailleurs, c'était un sujet de polémique, mais y compris celui qui était premier sur les rangs était Vinci, qui a été l'un des grands bénéficiaires de la privatisation des autoroutes. Donc, est-ce que jamais on tire des leçons de l'histoire ? Bon, et au-delà de tout ça, effectivement, vous l'avez dit, le problème d'ADP, c'est que c'est pas simplement des boutiques dans un aéroport, c'est aussi la première frontière extérieure de la France. Mais ça, c'est pas privatisé. Non, mais vous savez très bien. C'est pas privatisé, mais enfin, quand même, quand vous savez très bien aussi que quand vous avez en fait la gestion d'un aéroport, eh bien c'est mieux de pouvoir en avoir l'intégralité pour éviter tous les dysfonctionnements. Et moi je considère qu'aujourd'hui il y a une question de souveraineté, il y a une question financière, il y a une question qui est aussi une question tout simplement démocratique, parce que cet argent-là, c'est l'argent des Français. Et que donc on ne peut pas les priver de ce qu'ils ont eux-mêmes acquis. C'est tout. Ça me paraît assez simple. Ça ne veut pas dire que tout soit impossible dans la vie et qu'on ne puisse pas... Mais on est en train de faire la même chose avec la Française des Jeux. Vous vous rendez compte qu'on est en train de privatiser le loto. C'est une entreprise qui, chaque année, rapporte des millions et des millions. Notamment, je pense aux clubs sportifs amateurs. Parce que le sport amateur en France, il est financé notamment par la Française des Jeux. Et on dit, cette immense machine à cash... eh bien, on va la donner à une entreprise privée.
Et ensuite, on expliquera quoi aux clubs sportifs? On leur dira, écoutez, vous avez vos yeux pour pleurer. On leur a déjà dit l'an passé avec la suppression des emplois aidés. On continue à leur dire avec la suppression de la réserve parlementaire. On continue à leur dire maintenant avec la privatisation de la Française des Jeux. Alors que ces associations, elles sont le sel de la terre, si je puis dire. Ce sont celles qui font le lien social dans nos quartiers. Et donc, cette encore, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été sel engagés. de la terre. Si vous voulez, peut-être que le raccourci est un peu rapide, mais parce que je veux, dans ce moment-là, dire qu'il y a un lien entre ce qui est en train de se faire et puis des politiques concrètes. On n'est pas simplement en train de parler de grands chiffres et de grands sujets et de ça. On est en train de dire aux Français, en fait, que l'argent qui servait à financer, par exemple, leur activité sportive, il va être donné au privé. Mais encore, il y a un certain nombre de garanties qui ont été apportées Nicolas sur ce Barré, plan. merci Olivier Faure de votre venue au grand rendez-vous avec Europe 1 en partenariat avec CNews et Les Échos. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci Hélène Jouan. On vous retrouve en effet dimanche prochain. Cette émission, comme les autres, sont à retrouver sur europe1.fr comme d'habitude. Et pour la suite du programme, vous partez en balade dans quelques minutes avec Frédéric Tadei et son invité.